Merci, Monsieur le Président. Je vous rassure, je n'interviens pas en tant que maire. Qu'on ne mélange pas les genres, mais en tant qu'ancien membre du Parlement, effectivement, puis j'en suis membre honoraire. Et j'ai été pendant toutes ces années à la direction des affaires, à la Commission des affaires étrangères, la Commission des affaires européennes, et aussi à la DPR, la délégation parlementaire au renseignement, qui venait d'être créée. Après un passage effectivement aux affaires étrangères, où je suis resté 10 ans à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Et je suis donc dans le civil conseiller des affaires étrangères de première classe. Voilà pour ce qui est de la nomenclature. Alors effectivement, le président Ali m'a posé une question, droit constitutionnel, droit humain, droit international. Et je dois dire que j'ai sauté sur l'occasion parce que la conception des droits de l'homme avec un grand H, et je voudrais dire, il faut se méfier, il ne faut pas réécrire la Convention universelle, la Convention de 1789 au regard, je dirais, de ce que les féministes semblent nous faire croire. Parce que les droits de l'homme à l'époque, eh bien, c'est la bête à deux dos. C'est-à-dire que ça englobe aussi bien les hommes que les femmes, et à telle enseigne, y compris les enfants, monsieur le ministre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Article 1er. Donc on voit bien qu'ils avaient l'idée d'englober l'ensemble de l'humanité. Que l'on ait fait ensuite quelques textes pour compléter, dont acte. On y reviendra. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, d'abord dans l'ordre constitutionnel français, cette fameuse déclaration de 1789, n'est-ce pas, qui porte deux dates, il est évident qu'elle a été, je dirais, intégrée à l'ordre constitutionnel français très rapidement, puisque dès 1973, on admet la valeur constitutionnelle de la déclaration de 1789. Et là, c'est le Conseil constitutionnel, il prend l'égalité, la taxation d'office, il la condamne parce que contraire à la Convention. Ensuite, il dit que tout but d'association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Donc on voit bien que dans cette déclaration, qui est une déclaration justement révolutionnaire, il veut avoir une vision universelle. Et ça a été martelé à longueur de temps, y compris pour le droit de la propriété. Ayant participé à la direction des affaires juridiques, justement, aux nationalisations de Tonton, hein, je m'en souviens bien, eh bien, on a tout fait, mais ayant consulté notamment un certain nombre de cabinets, on a vite vu que le droit de propriété ne pouvait être subir l'expropriation qu'avec je dirais préalable, une déclaration d'utilité publique et que l'on fixe les modalités de l'indemnité. Et donc c'est vrai que cette déclaration, que certains vont dire d'inspiration bourgeoise, on va le dire comme ça, mais enfin c'est nous tous, hein, mon cher ministre. Et donc elle a marqué l'ordre constitutionnel français avec une volonté d'universalité. Et c'est là-dessus qu'on va revenir, parce qu'il y a je dirais, un certain nombre de soucis à se faire. La liberté d'entreprendre a été reconnue, bref, tout ça. Et puis, ce qui s'est passé, et là, je ne suis pas d'accord pour dire que nos chers amis américains, en 1787, avaient fait une déclaration. Tu parles, ils ont un sens aigu de ce qu'est de la pragmatisme, et il est dit dans le premier amendement, le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d'expression. Donc, à l'époque, les Américains pensent aux droits des citoyens américains, point barre. Ce qui ne veut pas dire que le chemin ne se faisait pas petit à petit. Et vous avez eu raison, monsieur le ministre, de citer habeas corpus, qui a été déjà le droit de la défense, notamment de la démocratie anglaise, du Parlement anglais, qui, comme chacun sait, j'insiste sur un point parce que
Il existe une démocratie parlementaire en Grande-Bretagne, il n'existe pas de liberté communale. Je le dis comme je le pense. Parce qu'effectivement, le Parlement, et je l'ai souvent reproché d'ailleurs à pas mal de premiers ministres, y compris à Alain Juppé, mais je crois que la démocratie parlementaire britannique est bien fondée, hein, mais on ne peut pas dire que ça soit toujours le cas de la démocratie des collectivités territoriales, même si l'article 72 de la Constitution aujourd'hui est malmené par la technostructure. Je pourrais vous en parler, et qu'en réalité les maires, eh bien, ils sont les pieds et mains liés comme ça, et qu'on ne peut plus rien faire. Nettement, allons de l'avant. La fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, dont le rédacteur est Cassin, comme chacun sait. La prévention et restriction et répression des crimes de génocide, le mot est de Raphaël Lemkin, n'est-ce pas? Tous ces textes veulent bien évidemment renforcer le droit international. Et c'est tout à fait patent lorsqu'on prend tous les textes. Vous avez parlé de la Convention sur les droits de l'enfant, dont acte, les conventions de Genève, la Convention de la répression du crime d'apartheid, les pactes, les fameux pactes relatifs aux droits individuels et politiques. Et à ce stade, mais parce qu'il va falloir se poser des questions, je dirais que les droits de l'homme encadrent la souveraineté des États, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de textes de droit international qui font que, effectivement, les États ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. On pourrait se souvenir de ce que cet animal de Goebbels avait dit à propos des Juifs, en disant, où il avait retoqué, alors qu'on lui reprochait en Allemagne de maltraiter justement la communauté juive, et il avait répondu du tac au tac, c'est une question de souveraineté, on fait ce qu'on veut avec les Juifs. Point barre. Ben ça, non, c'est plus admissible dans l'ordre international. Mais il faut se poser des questions, parce que il y a d'abord un problème rationné matériel. Je veux dire par là que effectivement le champ du droit international, il se restreint un peu quand on regarde quels sont les signataires. La Chine n'a pas ratifié le pacte des droits civils et politiques. Les États-Unis n'ont pas ratifié le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. La France, elle-même, a émis des réserves lorsqu'elle estime que la charte de l'ONU prévaut sur les pactes, car il pourrait y avoir une contradiction. Les tribunaux d'arbitrage énoncent parfois des décisions contradictoires sur des sujets similaires, c'est notamment le cas à l'OMC. La Cour pénale internationale, 123 États sur 193 à l'ONU ont ratifié le statut de Rome, mais 32 États, dont la Russie, les États-Unis, la Chine et Israël, ne l'ont pas ratifié. Donc on voit très bien qu'il y a une restriction sur un certain nombre de textes internationaux qui, pour nous, mettent en place un certain ordonnancement juridique international. Je pourrais, mais ça ne se termine pas là. Et c'est là où ça devient un peu, entre guillemets, inquiétant. Est-ce que les droits de l'homme, est-ce une conception universelle? Est-ce qu'ils ne sont pas interprétables en tant que tels? Pourquoi? Parce que la conception occidentale, elle se veut universelle, est une conception fondée sur l'individu, hommes et femmes confondus. Et donc, elle est accusée, cette conception, d'être, dans certains pays, une idéologie individualiste. Et donc, on voit bien qu'elle est aussi, et ça c'est là où ça devient très évolutif, c'est que cette conception universelle des droits de l'homme est remise en question, du moins contrecarrée, par l'égalité des cultures. Et égalité reconnue par le droit international. Toutes les cultures se valent, et celui qui en doute est taxé d'impérialisme culturel. Et il existe actuellement, on le voit bien, un repli identitaire, un relativisme culturel fondé sur des textes de droit international. Il y a par exemple, notamment, y compris dans la fameuse résolution de l'AG du 24 octobre 1966 sur les relations amicales, il est écrit ceci: tous les peuples
ont le droit de déterminer leur statut politique en toute liberté, sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel. Et donc cette tendance, ce relativisme culturel, qui est notamment revendiqué par la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion des diversités des expressions culturelles du 20 octobre 2005, qui est entré en vigueur en 2007, article 6, chaque État doit promouvoir la diversité d'expressions culturelles sur son territoire. La Russie, notamment avec le philosophe Djougin, a repris ça à son compte. Le Paragon, je vais le citer, il faut ouvrir les yeux en face. L'islam a notamment dans la vision qu'ils ont justement des droits de l'homme, écrit ceci, ça a été la conférence islamique du Caire le 5 août 90, la communauté islamique est la meilleure communauté que Dieu ait créée, l'islam est la religion naturelle de l'homme, l'individu est soumis à la vérité de l'islam, il n'a pas de liberté de croyance, et c'est inscrit noir sur blanc dans cette fameuse conférence islamique. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il faut regarder la réalité, c'est-à-dire qu'on a à la fois un droit international qui est limité par le nombre des gens qui ont ratifié les textes, et on a un droit international qui laisse des voies, je dirais, de côté, par la conception qu'on peut avoir de sa propre société. C'est-à-dire que l'individu n'est plus un individu universel qui est protégé dès sa naissance, quel que soit son sexe, sa couleur, etc. L'individu appartient à la communauté et est géré par, justement, toutes ces... Et ça, il faut regarder les choses telles que sont les choses, c'est qu'en réalité, ce n'est plus la définition universelle des droits de l'homme est ainsi tangentée par un certain nombre de lectures et elle est tenue en échec, cette vision universelle, dans des pays qui prétendent avoir une culture propre et spécifique et qui vont l'appliquer collectivement aux individus. Et donc, comme disait Max Gallo, que vous avez bien connu, les droits de l'homme, on est tous pour, mais ce n'est pas une explication du monde, parce qu'effectivement, il y a des problèmes. Donc j'en arrive effectivement à ce que est ma conclusion, c'est que bien sûr, nous devons militer pour les droits de l'homme les plus universels qui soient, mais je pourrais dire que les droits de l'homme, la paix, telle que vous avez posé le problème, ce sont des idées d'avenir et qui vont le rester encore très longtemps. Merci. Merci.